got North right clamp, South Fox, H top pass, 38 top gun BXP sweat. Let's go. First punt today. And it's a big one. Wow! Salut à tous et bienvenue chez le Punter. Alors, nous connaissons les deux équipes qui vont s'affronter donc lors du tout dernier match de la saison. L'apothéose, le big game, ça sera le Super Bowl qui aura lieu cette année à San Francisco dans maintenant moins de 2 semaines. Alors, on va parler forcément des 2 finales de conférence qui ont eu lieu ce dimanche. On va pas vous mentir, j'enregistre cet épisode, on est lundi soir. La nuit a été très courte puisque j'ai regardé les 2 matchs. Mais bon, n'oubliez pas d'ailleurs de jeter un coup d'œil à mes articles sur mon blog où j'analyse chaque semaine les infos et les matchs en NFL mais aussi en football universitaire. Alors avant de se pencher sur les matchs de dimanche, faisons un petit tour d'horizon chez les entraîneurs puisque il y a eu des nouvelles nominations. Baltimore Ravens, ils tiennent enfin leur entraîneur. Ils viennent de nommer Jesse Minter, qui était jusqu'alors le coordinateur défensif des Chargers. Il connaît bien l'organisation puisqu'il faisait déjà partie du staff de John Harbaugh dans l'unité défensive. Il était assistant entre 2017 et 2020. Mais Mick McCarthy, qui était à Dallas il y a encore un an de cela, il reprend du service et il signe à Pittsburgh où il aura la tâche de remplacer Mike Tomlin. Et il pourrait d'ailleurs retrouver un de ses anciens poulains de son époque Green Bay, puisque Aaron Rodgers pourrait rester. Du coup, c'est assez surprenant ce choix-là. C'est on va dire un changement de stratégie à Pittsburgh, qui avait l'habitude d'embaucher des coachs plutôt jeunes et qui duraient très très longtemps. Une éternité. La preuve, ils ont seulement eu 3 entraîneurs depuis 1969. C'est dingue. Soulignons aussi les signatures d'anciens head coaches qui, suite à la perte de leur job, ils retrouvent du travail en suivant, mais ils deviennent coordinateurs. On passe à Mike McDaniel, l'ancien entraîneur de Miami, qui devient coordinateur offensif des Chargers. Jonathan Gannon, lui, ancien Arizona, il va s'occuper de la défense des Packers. La grosse surprise, c'était lundi dernier quand on avait le licenciement de Sean McDermott chez les Bills. McDermott, c'est 9 saisons avec beaucoup de succès. Le 2e meilleur pourcentage de victoire. Après, il paye les pots cassés pour son incapacité à atteindre le Super Bowl, quoi. Seul problème, c'est que ce licenciement, il arrive un peu tard. On va dire tous les entraîneurs de renom ont déjà été pris. Donc voilà, on parle par exemple de Brian Daboll, l'ancien entraîneur des Giants, qui a été licencié cette saison. Mais qui connaît la maison puisqu'il était coordinateur offensif des Bills. Et que c'est sous son aile que Josh Allen s'est développé dans le joueur qu'il est aujourd'hui. On parle aussi de Philip Rivers, qui encore 3 semaines de cela, il lançait le ballon pour les Colts, et apparemment il est prêt à faire le grand saut, et devenir entraîneur. Donc affaire à suivre. Voilà pour les infos. Désormais, passons au terrain et aux rencontres du week-end. Alors ces 2 finales, elles sont complètement opposées. C'est le jour et la nuit. C'est 2 matchs complètement différents. Donc on a eu peut-être le plus beau match de la saison et de l'autre, un des pires. On va commencer par la purge entre Denver et New England. On va pas passer 2 heures dessus parce qu'il n'y a pas grand-chose à analyser. La météo terrible en deuxième mi-temps, elle a ruiné le match. Après, avant cela, c'était pas non plus folichon, on va dire. C'est vrai qu'il y avait 2 très bonnes défenses et un quarterback remplaçant d'un côté. Voilà, ça veut tout dire. Après, comme on a dit, c'était pas folichon. Tout n'est pas de la faute de la neige. Rappelons que à la mi-temps, le score était de 7 partout. D'un côté, on avait Drake May qui lui faisait peut-être son pire match de la saison. Et en face, c'est les Broncos avec donc Bo Nix blessé, absent. C'était le numéro 2, Jarrett Stidham,
qui prenait la relève. Et ils ont dû faire sans doute un seul bon drive dans toute la partie. Et c'est sur ce drive, dans le premier quart-temps, d'ailleurs, qu'ils vont marquer les seuls points de la journée pour eux, avec, au passage, deux très beaux lancers de Stidham. Mais le problème, c'est que ce sont les seuls du match. C'est 3 erreurs. Il y a 3 erreurs qui vont coûter le match aux Broncos. D'ailleurs, d'abord, cette tentative de 4e down. Ils sont dans les 15 yards des Pats, avec un quarterback remplaçant. Comment ne pas prendre le field goal? Comment ne pas prendre les 3 points là? C'était l'option la plus logique, surtout avec un quarterback remplaçant. Là, il fallait jouer prudent, prendre les points. Après, c'est vrai que c'est facile à dire maintenant, parce qu'on a vu le résultat, on a vu le résultat, on a vu la tempête de neige de la deuxième mi-temps. Bon, on attendait la neige, mais on s'attendait pas à une telle tempête. À tel point que le match, il était injouable, tout simplement. Les joueurs qui glissaient, impossible de lancer le ballon, de la rattraper encore au moins. Même les field goals étaient très difficiles. Donc, si passe les 3 points là, ça fait 10-0, le match est différent. On ne sait pas comment il finit le match. Mais surtout que New England, il n'arrivait à rien. Et c'est la deuxième erreur des Broncos. Et celle-là, c'est une grossière erreur de Stidham qui en fait, il recule. Et plutôt que d'encaisser le sac sur un blitz de la défense des Pats, il lance le ballon, sauf que le ballon part en arrière, donc du coup c'est ballon perdu, hein. C'est pas une passe incomplète, c'est un ballon perdu. Les Patriots récupèrent la possession. Sur le drive suivant, ils égalisent. 7 partout à la mi-temps, donc le spectacle vraiment pas terrible. Et encore, comme on a dit, la neige n'avait pas fait son apparition. La deuxième mi-temps, c'est ridicule. On ne voit rien. Comme on a dit, les joueurs n'ont aucun contrôle. Il y a du vent en plus, un vent glacial. Même les field goals, comme on a dit, deviennent difficiles. C'est un supplice pour les buteurs avec la neige en plein visage, le vent glacial, bref. Les Pats, ils vont en réussir un d'une vingtaine de yards. Et après, les deux équipes vont en rater un chacun. Et la troisième erreur, celle-là fatale des Broncos, c'est une nouvelle fois Stidham qui a eu un match compliqué. La dernière chance, ils sont sur la dernière série, ils essaient de remonter le terrain. Et là, Stidham, il va tenter une passe longue, sauf que le lancer est très mou. Téléphoné, on le voit venir à 1 km, ce lancer. Le cornerback Christian Gonzalez, il a plus qu'à lever les bras et intercepter sans vraiment de problème. Là, donc, game over, là. Et un pari perdu pour Denver qui vraiment trouvait de manque son quarterback titulaire Bonix. Pour les Patriots, la saison de rêve continue, alors qu'en début de saison, ils annonçaient c'était une saison de reconstruction. Mais là, bon, en attendant, la franchise de Robert Kraft, elle va disputer le 2e Super Bowl de son histoire, un record. L'autre match, donc si vous avez regardé comme moi le match en direct, vous vous êtes régalé. Une superbe rencontre. D'ailleurs, on avait dit, c'était la 3e manche, la belle, entre les Seahawks et les Rams. Et les deux premiers matchs, de la même façon, c'était des superbes rencontres qui se décidaient de 2 ou 3 points ou 4 points d'écart. Pareil ce dimanche soir. Ce derby entre ces deux rivaux donc de la NFC West, ce derby a tenu toutes ses promesses. On a assisté à un véritable combat de poids lourds. Deux équipes ultra productives en attaque. On voyait ça sentait le danger de partout en attaque. On sentait que les attaques ils pouvaient scorer sur chaque possession en fait. Et puis là, attention, là on a touché le très haut niveau. Là, les deux quarterbacks, Darnold et Stafford, ils nous ont offert des prestations magnifiques. 3 touchdowns chacun, plus de 350 yards de passe, aucune interception. Là, vraiment, on a été vraiment gâtés. 3 heures, vraiment, c'était 3 heures de régalade. Si ça existe ce mot-là, je sais plus. Après, bon, forcément, Seahawks l'emporte. Qu'est-ce qui a fait peser la balance en faveur des Seahawks? Or déjà, il y a eu un stop de leur défense, un moment critique, et c'était même la balle de match. En toute fin de match, les Rams remontaient tranquillement et patiemment le terrain. Une série de jeux à 14 jeux en 7 minutes. Ils étaient dans la red zone.
Sauf que là, la défense locale, elle a réalisé ce qu'elle n'avait pas réussi dans tout le reste de la rencontre, c'était de stopper cette série, même ils stoppaient un 4e down. Auparavant, il y avait une grosse erreur, et une nouvelle fois, c'est l'unité spéciale qui coûtait cher aux Los Angeles Rams. Cette fois-ci, c'est Xavier Smith, le punt returner, qui en fait il commettait un fumble sur un punt de Seattle. Seattle récupère le ballon, premier lancé, boum, Darnold il trouve Bobo dans l'end zone, touchdown. Donc voilà, après bon, les Seahawks, c'est vrai qu'à domicile, ils étaient portés par un public bouillant ce dimanche. Et là, pour le coach Mike Macdonald, qui est dans sa 2e saison seulement. Et donc Macdonald et ses hommes, ils vont jouer un Super Bowl 11 ans après leur dernière apparition dans un Super Bowl. Donc, ils doivent beaucoup à Sam Darnold, donc, qui cette fois-ci, souvenez-vous du joueur qu'il était il y a 5-6 ans, le joueur qui voyait des fantômes. Là, c'est devenu un tout autre joueur. D'ailleurs, c'est le premier quarterback de cette fameuse génération dorée de la draft 2018 avec, souvenez-vous, Josh Allen, Baker Mayfield, Lamar Jackson. C'est le premier à atteindre un Super Bowl. Qui l'aurait dit il y a quelques mois encore. Après, Darnold n'était pas tout seul. Kenneth Walker, le running back, il était inarrêtable. Il a donné un mal de tête à la défense des Rams toute la soirée. JSN, Jackson Smith-Njigba, énorme, une dizaine de réceptions, une à une main excellente, un touchdown. Bref, une superbe soirée pour les Seahawks. Pour les Rams, c'est la déception forcément, surtout après un tel match. Ils ont été excellents en attaque. Stafford, Karen Williams, Puka Nacua, Davante Adams, ils ont été super. Mais là, bon, malheureusement, il faut un perdant. Et là, pour McVay et ses Rams, bon, c'est pas passé. Une nouvelle fois, la saison s'arrête brutalement. La question, une nouvelle fois, de la possible retraite de Matthew Stafford va revenir sur la table. Mais bon, on verra bien. On a encore du temps avant de parler de l'intersaison. Il y a une action qui a fait beaucoup parler dans ce match. Et on va en parler dans la palette. Il y a une action des Rams en fait qui a fait beaucoup parler. C'est juste après ça en fait. Vous voyez que le 27 en fait, Tariq Woolen, il intercepte quasiment la balle. C'est Nacua qui lui fait tomber le ballon des mains, sinon c'était interception. Et c'est pas forcément cette action qui a attiré notre attention, c'est ce qui se passe en suivant. Donc là, ce sont les images en fait qui sont fournies par la NFL, qui sont ensuite données au coach. D'accord ? C'est pour ça que l'angle est différent. Regardez en direct ce qui se passe. Steps away, throws, and it is nearly intercepted by. Well, that was close. Reed Woolen had his hands on it. It's incomplete. It's 4th and long. Happened well after the play was over. Unsportsmanlike conduct, taunting. Seattle number 27. 15-yard penalty from the dead ball spot. It's an automatic first down. Oh, this is number 27. Alors, comme on a vu sur l'action auparavant, en fait, c'était sur un troisième tentative et 12 yards à parcourir. Du coup, les Rams, ils avaient perdu la possession. Je ne pense pas que là, ils allaient tenter un 4e down, pardon, avec 12 yards à parcourir. Sauf que le defensive back de Seattle, il va faire une énorme erreur, puisqu'en fait, rien trouvé de mieux que après cette action, en fait, il va passer devant le banc de touche des Rams. Et il va, je sais pas, les insulter, leur dire un peu de tout. Seul problème, pas très malin le joueur, puisqu'en fait il va le faire sous les yeux d'un des arbitres. Et ça a dû être assez violent, je pense, pour qu'un arbitre sorte un mouchoir jaune pour ça. Parce que d'habitude, ils font souvent... ils ferment souvent les yeux en fait sur ce genre de, vous savez, le trash talk. C'est dans la culture américaine. Souvent, ils laissent passer. Là, ça a dû vraiment être vilain pour qu'ils sortent le mouchoir jaune. Et en plus, regardez ce qui se passe ensuite. Dans l'action des Rams, qui du coup ont gagné 15 yards à cause de cette pénalité concédée. Regardez, Stafford, drop back.
il lance vers Puka Nacua. Touchdown, merci Woolen. Et Woolen, le cynisme va très très loin. Le cynisme, c'est énorme. Le karma existe vraiment parce que, regardez, Nacua, il fait sa course et regardez qui est au marquage. Le numéro 27, vous le voyez en bas de l'écran, sauf qu'il va se faire manger par Nacua. Et donc Woolen, il coûte cette pénalité énorme qui redonne la possession un premier down aux Rams. Et en plus, il est coupable d'un marquage très élastique, on va dire, sur Nacua, sur le jeu suivant. Donc, une salle, on va dire, un moment compliqué dans le match pour Woolen. Mais heureusement pour lui, ses coéquipiers ensuite ont fait le dos rond. Ils ont réussi à contenir les assauts des Rams dans les dernières minutes et conserver leur avantage et remporter ce match. Finissons en beauté avec un peu de NCAA, de football universitaire. Donc, on en a parlé dans l'épisode précédent. Indiana est donc couronné, nouveau roi du football universitaire, fêté par ses fans dans la semaine. Donc, la saison 2025 est donc officiellement terminée. Place à la saison 2026. C'est vrai qu'en ce moment, il n'y a pas trop de news à se mettre sous la dent, sauf que bon, les transferts, on est en plein portail des transferts, sauf que les plus gros transferts ont déjà eu lieu. On en parlera d'ailleurs dans notre prochain épisode et dans la semaine, je vais publier un article sur ce sujet-là aussi. La seule vraie info de la semaine, c'était en fait l'accord du College Football Playoff pour conserver le playoff, le format actuel, en fait, la saison prochaine, à savoir 12 équipes et les 4 premières du classement qui sont exemptées du premier tour. Depuis des mois, il y avait beaucoup de rumeurs sur le format. On parlait d'une extension à 14 équipes, voire à 16 équipes, avec des places assurées pour chaque conférence. Donc, imaginez les plus grosses, la SEC et le Big Ten, qui se voyaient offrir d'emblée 5 places en fait, automatiques. Tout ça n'aura pas lieu pour l'instant. Un mal pour un bien, nous verrons bien. Rien ne change donc pour une saison de plus, sauf le problème qui continue, c'est le problème du calendrier. Le fait de jouer les playoffs alors que les recrues du lycée doivent débuter leur cursus universitaire début janvier, ça n'a aucun sens. L'ouverture du portail des transferts en plein milieu des playoffs, ça n'a aucun sens. Pareil pour la finale du championnat. Un pauvre lundi soir en plein mois de janvier. Il y a quelque chose qui cloche. Surtout que le sport, le college football comme il appelle, il est en plein essor. Avec les contrats de sponsoring, vous savez, le NIL, depuis cette année, ils ont mis en place le revenue share, c'est-à-dire, les joueurs sont payés, c'est des salaires pour les athlètes universitaires. Tout ça, ça a créé une parité jamais vue jusqu'alors. Et on le voit cette année, regardez les playoffs. Indiana, Ole Miss, Texas Tech, il y a 5 ans encore, ça ne serait jamais arrivé, jamais. Alors, plus de parité, c'est vrai. Les athlètes sont payés. Bon, il y a beaucoup de mouvements. C'est un peu la jungle. Ils peuvent changer d'équipe comme de chemise. Bon, tout n'est pas parfait. Il reste beaucoup de chemin à parcourir pour continuer d'améliorer un sport qui, comme on a dit, il est en plein essor. Il continue de s'améliorer. Il continue d'attirer de plus en plus de public, d'audimat. Donc, à suivre. Voilà, c'est la fin de notre épisode. Forcément, le week-end prochain, pas de match, mais il y aura quand même un épisode où on va faire une espèce de preview en fait du Super Bowl.